Salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. À bas les privilèges, la reine d'Angleterre ne sera plus la seule à porter des chapeaux. Veronica Marucci crée pour la femme d'aujourd'hui. Son physique et son CV sont impressionnants, pourtant Thierry Marx est une crème d'homme. Dans ses assiettes, tout est bon. Comme la Samaritaine, mythique grand magasin parisien qu'il a longtemps abrité, on trouve tout dans le premier arrondissement. On vous montre ? La mariée sera en blanc et ça ne sera pas très original, à moins qu'elle ne porte une des robes délicieuses de la créatrice Laure de Sagazan. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. À la question « Qu'est-ce qu'on mange ?» ne répondez plus jamais « Je ne sais pas ». Faites-vous livrer par Frischti des plats tout frais pour le déj, le petit-déj, le dîner, les apéros, les soirs de fête. Pas trop cher, livré en 40 minutes au boulot ou à la maison. On dit quoi ? On dit pas miam, on dit merci. Dans la maison Picassiette, en revanche, rien à se mettre sous la dent. C'est tout pour les yeux. L'œuvre de Raymond Isidore, c'est sa maison à Chartres. Pendant 25 ans, Raymond, surnommé Picassiette, récupère bouts de verre, de porcelaine, de vaisselle qu'il colle méticuleusement du sol au plafond et jusqu'aux meubles, étincelant et kitschissime. Olivier Clerc a une méthode pour cultiver votre jardin intérieur. Chaque semaine, il vous envoie par mail une métaphore inspirante. Elles résonneront différemment dans l'esprit de chacun, explique l'auteur, et porteront des fruits qui seront spécifiquement les nôtres. Pour ceux qui n'ont pas la patience du jardinier, elles sont toutes à lire dans un joli livre illustré par Alice Gilles. Macan et Lescois, c'est Marie Macan et Anne-Laure Lescois, créatrices de jolis bijoux brodés. L'éclectique Laurence Maheo élève, elle, des huîtres et fait de la mode chic et cool avec la Prestige-Whiston. Et la rencontre de ces trois femmes, ce sont ces patchs qui célèbrent l'ostréiculture. Plus original, tu meurs. Allez, cette fois, on saute le pas et on porte le chapeau. Les créations de Veronica Marucci se portent aussi bien au prix de Diane qu'au quotidien. L'Italienne a choisi d'installer à Paris boutique et atelier. On y va ? Qui a dit que les chapeaux étaient réservés aux grands de ce monde ? Accessoire de mode décalé, osé, parfois extravagant ou très sage, le chapeau a tendance à nous intriguer, mais peu franchissent le pas. Et pourtant, pas besoin d'aller courir à Longchamp pour s'autoriser une touche de folie. D'origine italienne, Veronica Marucci est venue s'installer à Paris à la fin de ses études de mode en Italie pour prendre des cours et apprendre le métier de chapelière auprès des modistes français. Et c'est au cœur de la capitale de la mode qu'elle a d'ailleurs décidé d'ouvrir sa première boutique. C'est un accessoire qui peut raconter beaucoup d'une personne et qui peut faire vraiment dégager son côté plus caché, qu'on n'ose pas trop montrer aux gens. Le chapeau, un accessoire qui en dit long sur notre vrai visage. Et c'est d'ailleurs ce qui a attiré Veronica à la fin de ses études de modiste. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'était qu'en fait, je pouvais aussi donner envie aux gens de recommencer à porter un chapeau et de s'amuser avec. À bas les préjugés, dans la boutique de Veronica, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies, et pas seulement pour les grandes occasions. Les gens ils imaginent que le chapeau est lié à certaines situations qui peuvent être les cours de cheval, ou les mariages, ou des soirées, des galas et tout ça. Mais en fait, ils oublient peut-être que la même création peut être faite aussi pour tous les jours. Et pour ça, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Et ça tombe bien car de l'imagination, la créatrice en a à revendre. Là, on va faire un petit chapeau qui peut être un bandeau pour l'été prochain. J'ai pensé à m'inspirer des insectes. Donc ça va être un peu une sorte d'aile de papillon. Avec 2 collections par an et des pièces uniques réalisées sur mesure, Veronica n'a pas le temps de s'ennuyer, d'autant que la créatrice fait tout elle-même. Elle puise son inspiration en chinant des tissus vintage et c'est au sous-sol de sa boutique que ses créations les plus extravagantes voient le jour. Une fois la forme créée et rigidifiée, là on passe
à l'habillage. Ça, c'est pour un cocktail, c'est pour une soirée. Elle veut aussi une strass. Si on le laissait tout noir comme ça aurait pu même être quelque chose, même pour tout le jour, pour un dîner. Mais pour le quotidien, mieux vaut rester dans la simplicité, des formes plus classiques comme le chapeau-cloche, le borsalino ou les capelines à feutre. Moi, en général, j'utilise que deux typologies de feutres. Le feutre de lapin, ça se travaille beaucoup mieux que le feutre de laine, et le castor. Le feutre a la propriété d'être assez élastique, donc ça se travaille avec l'eau et avec la vapeur. Une fois que le feutre a pris sa forme définitive, Véronica le laisse sécher plusieurs heures avant de le poncer au papier de verre pour le lisser. Ça peut durer un bon moment. Donc on va dire que c'est à peu près OK. Et maintenant, on va mettre notre ruban d'entre-tête. Encore un peu de repassage. Puis on passe à l'extérieur. Et voilà notre chapeau terminé, paré, prêt à venir s'installer sur votre tête, pour peu que vous lui laissiez une petite chance de vous montrer tout ce dont il est capable. Le sur-mesure, le camélia pour dîner, le cake shop ou la street food du mandarin oriental pour les petits creux. La gourmandise façon Thierry Marx est protéiforme. Si, ça se dit, et encore mieux, ça se mange. Rencontre avec un grand chef. Dans la constellation des chefs étoilés de la gastronomie française, il y a la planète Marx. Engagé et fervent défenseur du goût et de l'éthique du cuisinier, Thierry Marx est certainement le chef étoilé le plus atypique de sa génération. C'est au sein du Mandarin oriental, l'un des palaces parisiens les plus en vogue, qu'on peut découvrir son restaurant qui propose une cuisine à l'avant-garde de l'art culinaire hexagonal. Et si ce restaurant se nomme le sur-mesure, ce n'est pas un hasard. Qu'il s'agisse de l'ambiance de la salle ou de celle des cuisines, tout indique la maîtrise et la justesse pour élaborer une cuisine d'exception. Entouré de sa brigade, l'explorateur du goût conçoit ses plats dans le plus grand respect du produit, en se servant des techniques modernes sans conflit entre tradition et innovation. Comme pour ce semi-prix de coquillage et son longuet de caviar. Jus de cuisson de coquillage, pris par le froid, donc gélification instantanée avec une algue marine, juste une algue marine. Ensuite, petits légumes croquants, feuilles de chiseau, échalotes séchées et écume de lait pour finir. Ma seule motivation, elle est donner un confort de dégustation en restant au plus près du goût originel. Là, on a simplement ouvert les coquillages, on a récupéré le jus, on a laissé infuser une algue linéaire, une algue bretonne linéaire, on a à peine monté en température, mais je suis toujours au plus près du goût de l'iode. Et cette écume de lait que l'on met est une écume de lait entier, pour ça que cette structure un peu mousseuse reste, et on met juste une pointe d'échalote simplement séchée au four. C'est un jeu de texture et de température de produit. Du très froid jusqu'à la température ambiante, pour avoir le maximum de saveur. Le parcours de Thierry Marx est tout aussi remarquable du point de vue de sa réussite professionnelle que de celui de ses engagements citoyens, avec une vocation toute particulière pour transmettre son savoir-faire et son savoir-être. Du quartier de Ménilmontant à la banlieue parisienne, ce chef étoilé n'a rien oublié de ses origines modestes et de ce que lui a apporté la cuisine pour se sortir de ce que l'on nomme communément les quartiers difficiles. Engagé depuis des années dans la réinsertion et la formation professionnelle, Thierry Marx est à l'initiative avec Frédéric Calandra, maire du 20e arrondissement, de Cuisine Mode d'Emploi. Un centre qui propose à des personnes en précarité professionnelle une formation gratuite et un accompagnement au métier de la cuisine, de la boulangerie et du service. À Cuisine Mode d'Emploi, on va apprendre les gestes de base, les 80 gestes de base et les 90 grandes recettes du patrimoine culinaire français. Les personnes qui nous rejoignent, qui sont motivées pour entrer à Cuisine Mode d'Emploi, ont eu pour certains des parcours de vie un peu plus compliqués. Mais la première chose que nous disons à Cuisine Mode d'Emploi, votre passé ne nous intéresse pas. Seul votre projet nous intéresse. Il faut apprendre ces 90
recettes et ces 80 gestes de base en 12 semaines. C'est très court, mais ça se passe très bien parce que nous avons 94% de retour à l'emploi. Pour Thierry Marx, la finalité de Cuisine Mode d'Emploi ne s'arrête pas uniquement à la formation. Il mobilise ses réseaux et se sert de sa notoriété pour trouver des partenaires qui s'engagent avec lui et son équipe pour permettre que ces stages aboutissent à un retour à l'emploi. Depuis sa création en 2012, ce projet essaime dans toute la France, puisque 7 centres de formation ont ouvert leurs portes. Pour Thierry Marx, la cuisine, bien au-delà du simple acte de se nourrir, est un formidable lien social. Le lien social, pour moi, est une telle évidence pour la cuisine. Quand je nourris quelqu'un, il a confiance en moi. Et je me dis, c'est un outil merveilleux pour pouvoir construire. Parce que quand on parle de cuisine, on parle de gastronomie. On parle de l'humain, finalement. On parle du lien du vivant, de la terre à l'assiette. Et c'est ça qui est intéressant avec la cuisine, c'est un lien du vivant. Pour le chef Thierry Marx, il n'y a aucune incompatibilité entre l'univers du luxe dans lequel il s'exprime professionnellement et ses engagements contre la précarité. Je ne suis absolument pas gêné de travailler dans l'univers du luxe et en même temps d'être une fois par semaine à travailler avec des personnes qui sont des fois un peu plus en difficulté. C'est quelque chose pour moi au contraire qui est extrêmement énergisant. Je leur dis regardez, c'est pas inatteignable. C'est vraiment, si vous le voulez, vous allez y arriver. Et je trouve que c'est le rapprochement des mondes, cette histoire de formation professionnelle, de transmission de savoir-faire. La transmission d'un savoir-faire, c'est pas de mettre quelqu'un en conformité, c'est de lui transmettre un savoir-faire et un savoir-être dans la vie, un savoir s'engager pour son épanouissement personnel. Et ça, c'est ce qui me passionne quand je suis à Cuisine Mode d'Emploi. Dire, mais la route, elle est devant toi. Tout le monde a un talent. Il suffit de mettre le doigt dessus. Et pour révéler son talent, il faut un projet. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Merci de nous recevoir au Mandarin Oriental. De Ménilmontant au Mandarin, ce n'est qu'un pas, c'est vrai? Ça a été un pas un peu sinueux, c'est une avancée un peu sinueuse. Les départs de Belleville et de Ménilmontant ont été d'une extraction sociale modeste et donc il a fallu construire avec ça, avec une scolarité un petit peu difficile. Mais c'était pas qu'un pas, non, c'est une bonne centaine de pas quand même. C'est un message d'espoir pour la jeune génération? C'est surtout un message d'engagement. C'est-à-dire que si on croit en soi, si on croit en son potentiel, personne ne peut vous dire que c'est pas possible. Il y a une personne dans la vie qui peut vous dire que c'est pas possible, c'est vous, c'est vous-même. Donc, et vous n'êtes pas obligé de vous écouter. Donc voilà ce que je me suis dit assez tôt dans ma vie. Donc c'est un message que je fais passer souvent. Thierry, vous revendiquez une indépendance vis-à-vis des autres chefs, vis-à-vis du système un peu établi. Pourquoi? Parce que je réclame une indépendance, je ne l'ai pas réclamée. C'est-à-dire que de fait... Vous êtes indépendant. Je suis indépendant et que d'entrer dans ce métier n'a pas été simple. Il a fallu jouer des coudes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru en mon potentiel, je me suis engagé. Et puis voilà, donc ça donne effectivement une position qui est un petit peu... Ça a été, pour être clair, ça a été très difficile d'appartenir au sérail. Vous avez aujourd'hui 2 étoiles, donc vous appartenez au sérail. Est-ce que ça vous a aidé, ces étoiles? Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes fier? Très honnêtement, quand vous décrochez, c'est ce qu'il faut reconnaître au guide, que ce soit le guide Michelin ou le guide Goemio, c'est cette capacité à faire entrer dans le sérail. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les guides, c'est qu'ils sont là pour dénicher un petit peu les nouveaux talents et les personnes qui vont apporter de la diversité dans ce métier. Alors justement, les nouveaux talents, on a l'impression que ça accélère pour eux. Est-ce que c'est un frein à la créativité? Comment vous voyez ça? Non, c'est pas un frein à la créativité, c'est vrai que ça s'accélère, ces nouveaux talents. Pourquoi? Parce qu'on ne consomme plus de la cuisine, on consomme des chefs. Donc aujourd'hui, on ne rentre pas dans un restaurant parce qu'on a faim, on vient voir un auteur. Alors est-ce que ça va être un auteur qui va durer ou est-ce que ça va être un auteur de passage? Toute la question est là. Mais aujourd'hui, on ne consomme plus de la cuisine, on consomme des chefs. Un style, un genre. Est-ce qu'il est en t-shirt? Est-ce qu'il est tatoué, pas tatoué? Par qui il a été inspiré? Est-ce que c'est un grand voyageur ou pas? Voilà, c'est ce qu'on consomme aujourd'hui en termes de cuisine. Pas uniquement ce qu'il y a dans le fond de l'assiette. Je voudrais bien dire le contraire, mais ce serait mentir. Alors, par contre, pour durer dans ce métier, ce qu'il faut encore constater, c'est qu'il faut une certaine maîtrise du geste,
Une maîtrise du feu et une maîtrise du temps. Maîtrise du geste, coupe juste, goût juste. Maîtrise de la cuisson et le bon timing pour le faire. Ça permet à l'artisan, quand il a les codes de fonctionnement, de pouvoir durer. Si vous n'êtes que sur de l'éphémère, sur le fait de surfer sur une tendance, je pense que la marque de ce chef ne dure pas. Alors justement, les gens viennent voir Thierry Marx pour quel type de cuisine? Une cuisine sans conflit entre tradition et innovation. Une cuisine qui est simple, elle est de donner un confort de dégustation tout en restant au plus près du goût originel. Moi j'aime bien cette phrase qu'on lit au Japon, la cuisine ça se regarde, ça se médite et ça se mange. 3 temps, 3 gestes, voilà. Je n'ai pas inventé la roue à eau, c'est ce qui me fait vibrer en cuisine, c'est ce qui me donne de l'émotion en cuisine. Voilà. Alors, et l'émotion, elle est intacte? Et l'émotion, elle est intacte. Quand vous prenez une huître de pleine mer ou une coquille Saint-Jacques de plongée, allez, 3 gestes. 3 gestes à faire pour effectivement donner un confort de dégustation à ce produit, tout en restant près du goût originel. C'est très compliqué. En cuisine, il est plus difficile de retirer que d'ajouter. Quand on est jeune chef, quand on est jeune dans ce métier, on veut ajouter, on veut monter ses compétences, on veut montrer tous les produits que nous avons à notre disposition. Et puis, avec le temps, avec l'expérience, eh bien, on cherche les purs. Et c'est dans les purs qu'on trouve la vérité. Merci Thierry. Merci. Classé number 1, le premier arrondissement cumule le Louvre pour les monuments, l'île de la Cité pour la balade ou encore les Halles pour le shopping. Et c'est pas tout, on a encore plein de lieux à vous faire découvrir. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Aujourd'hui encore, on a couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Direction le premier, un quartier riche en attractions touristiques et culturelles, comme le Jardin des Tuileries, le Louvre, l'île de la Cité ou encore les Halles. À 2 pas du ministère de la Culture se trouve l'Anticafé. Ici, on casse les codes avec un modèle économique surprenant et inédit en France. On ne paye pas le produit consommé, mais le temps passé sur place. 5 € de l'heure, avec Wi-Fi, accès à la photocopieuse, mais aussi boissons chaudes et froides, encas, fruits ou encore légumes frais. C'est quelque chose dont j'ai eu besoin moi-même. Quand je suis venu à Paris il y a quelques années, je n'arrivais pas de trouver un endroit où je pourrais me poser tranquillement sans être demandé de libérer la table pour un déjeuner au bout de 30 minutes. Un endroit où je pourrais passer du temps avec mes amis sans boire de la bière, ou un endroit où je pourrais juste rencontrer d'autres gens étrangers, d'autres entrepreneurs, ou juste les gens avec qui ce serait intéressant pour moi d'échanger. Entre l'espace de coworking et le salon de thé, l'endroit permet aux cadres, entrepreneurs et étudiants d'échanger. Une sorte de communauté avec ses habitués. Nous avons des clients habituels qui reviennent parfois jour à jour, qui ont leur table préférée, qui demandent à nos baristas de le garder. En fait, ce qui est intéressant, nos clients arrivent de construire des relations avec nos équipes, aussi bien que d'ailleurs parmi les clients. Donc ils viennent le matin, ils savent que leur table préférée à côté de la fenêtre sera déjà réservée. Ils attendent, leur boisson préférée aussi sera prête dès qu'ils viennent et ils se sentent un peu comme à la maison. Ce service simple et flexible attire chaque jour de nouveaux curieux et le succès est au rendez-vous avec d'autres anti-cafés qui voient le jour en France et à l'étranger. Entre la rue Rivoli et l'île de la Cité, on trouve le quai de la Mégisserie. Situé entre le Pont Neuf et le Pont au Change, c'est l'un des premiers quais construits à Paris, avec celui des Grands Augustins. On y trouve des boutiques de fleuristes. Sur le trottoir, bourgeons, fleurs, arbres, bulbes colorent le passage. Beaucoup de touristes, de curieux et d'habitués viennent faire un tour sur ce quai. Les immeubles sont cachés par les feuillages de hauts platanes centenaires avec pour vue la Seine et la conciergerie. À l'époque, les mégissiers y travaillaient les peaux de bêtes, mais ils furent chassés hors de la ville à cause de l'odeur que cela dégageait. Aujourd'hui, il fait bon de déambuler sur ce trottoir rempli de fleurs, avec une très belle vue sur les bords de Seine, où les bateaux passent leur chemin.
Direction le plus vieux théâtre de Paris, le théâtre du Palais Royal. Il a été construit en 1783 par la Montansier, une dame qui adorait le théâtre. Les plus grands ont joué ici, Gérard Poirier, Michel Serrault, Maria Pacôme, Sacha Guitry ou encore Louis de Funès. À cette époque, on ne disait pas « on va voir telle pièce ». On disait « on va voir Pierre Brasseur, on va voir Maillan, on va voir Poiret ». Maintenant, il y a très peu de têtes d'affiche qui vous remplissent 700 places. C'est un spectacle. C'est la beauté, c'est l'ensemble, c'est les décors, c'est la mise en scène, c'est les comédiens. Ici, il y a aussi un foyer, une salle pour faire patienter le public. À l'époque s'y trouvait un bar et aujourd'hui, on vient pour admirer l'endroit. Regardez les fresques, regardez en face. Vous avez le ministère de la Culture, le Conseil d'État, la Comédie Française. Voilà où habitait Colette, voilà où habitait Cocteau, à côté. C'est des lieux extraordinaires. Francis Nani choisit les pièces qui vont y être présentées. Celles qui auront du succès seront jouées de septembre à juin, une saison. Alors allez vite regarder la programmation, rien que le lieu vaut le détour. Le look meringue pour son mariage a fait 100 ans. Lors de Sagazan mise sur des robes fluides et les détails de broderie. Une silhouette à peine rétro, gypsy chic, moderne en fait. Le plus dur reste de trouver le marié qui va avec. Envie de vous marier ? Comptez sur Laure de Sagazan pour vous faire la robe de vos rêves. Mais attention, si l'inspiration est rétro, on est loin du spectaculaire à l'ancienne. Coupez la musique, on reprend. Bienvenue dans un univers blanc cassé tout en délicatesse et en sobriété. Laure a lancé sa marque de robe de mariée il y a à peine 5 ans, mais tout est allé très vite. Un succès fulgurant et désormais une équipe de 40 personnes à son service. Pourtant, elle ne se prédestinait pas du tout à ça, mais après des études de stylisme et alors qu'elle travaille chez Bache depuis 3 ans, sa cousine fait appel à elle pour son mariage. Et là, c'est le déclic. La robe de mariée, à la base, n'était pas un produit qui allait me parler, mais c'est vrai que le travail, les dentelles, la soie, pouvoir vraiment passer beaucoup de temps sur chaque pièce et avoir l'impression de l'aboutir jusqu'au bout. Très vite, je me suis rendu compte que c'était en fait le terrain de jeu le meilleur que je puisse trouver. Les robes de princesse, la meringue, non merci. Les partis pris de Laure sont très différents. Simplicité, fluidité, authenticité sont ses maîtres mots. C'était de proposer une alternative un peu rétro, des robes romantiques et assez poétiques, et en même temps pas endimanchées, c'est-à-dire que l'idée c'est de garder une fausse négligence, une fausse nonchalance dans les modèles. Et une idée forte pour la future mariée. On a envie de lui proposer d'être elle-même le jour J, que les invités puissent retrouver son allure et retrouver ce qui fait le charme d'une personne et pas un côté déguisé. Autre idée forte et assez inédite dans un univers très codifié, les pantalons et les combinaisons de mariage. Second mariage, mariage tardif, mariage homosexuel, c'est aussi ça la modernité de Laure de Sagazan, savoir s'adapter à l'ère du temps. Pourtant, son style reste d'inspiration très rétro et le cœur de son travail, c'est aussi le soin accordé au choix des matières qui viennent de France ou d'Europe pour la soie. On passe énormément de temps sur le choix des dentelles notamment. On a la chance de travailler depuis plusieurs années avec des fournisseurs qui nous ont ouvert leurs archives. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît, de pouvoir pousser chaque année un peu plus nos recherches de dentelles et vraiment proposer des alternatives qu'on ne trouvera pas partout. Du beau, oui, mais aussi du confort. C'est primordial pour nous que la mariée soit bien dans le tissu, que tous les tissus soient doux, qu'on puisse oublier la robe. Et le confort, c'est aussi celui du Made in France. En France, on a un patrimoine culturel et un savoir-faire vraiment fabuleux. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir l'exploiter au maximum. C'est un vrai luxe et pour la mariée et pour nous d'avoir le modèle qui est fait sur place. Car oui, si elle a aussi développé des collections pour faire grandir la marque, le sur-mesure est toujours le cœur de son activité. Le semi-mesure permet quelques retouches pour les robes vendues dans les points de vente en France, Europe et Japon, mais le sur-mesure permet une liberté totale. Si une mariée veut faire un mix de 3 modèles parce qu'elle adore les manches d'un modèle, l'avant d'un second, et le dos d'un autre, ça tout est possible. C'est vraiment le sur-mesure traditionnel avec beaucoup d'étapes pour permettre de faire évoluer la robe sur le corps de la mariée.
Et oui, il faut compter environ 1 an pour l'élaboration de la robe. Première étape, l'essayage des modèles existants, puis la prise de mesure, la réalisation d'une toile en coton aux bonnes mesures et enfin 3 essayages dans la bonne matière. Ce jour-là, cette future mariée en est à son premier essayage. Pendant 1 heure et avec l'aide d'une chargée de clientèle, elle peut essayer plusieurs modèles afin de déterminer ses envies. Ça, ce qui est joli, c'est que pour un mariage début février, ça c'est une bonne alternative parce qu'on est couvert. On peut roulotter les manches, ça c'est assez joli. Ça fait un peu détendu pour une mariage. Exactement. Vous qui n'avez pas envie d'être trop sophistiqué. Exactement. Et donc d'ailleurs, vous pouvez mettre les mains dans les poches. Tout de suite, ça fait une jolie silhouette. J'aime beaucoup que le dos soit nu, mais que le reste soit plus couvert. Voilà, exactement. Le devant est très sage, mais le dos, il y a une petite surprise. Et tout c'est donc de la soie et une dentelle de lion au dos rebrodée. Ça vous va très bien en tout cas. Ce n'est pas l'heure qui vous mène jusqu'à l'hôtel, mais vous aurez quand même fait un sacré bout de chemin avec elle, jusqu'à ce que la robe vous sépare. Et la jeune créatrice ne s'arrête pas là. Développement d'accessoires et ouverture d'un showroom à New York, le conte de fées n'est pas prêt de s'arrêter. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!